Bonjour, bienvenue, c'est l'heure de La Voix est libre sur France 3, une émission diffusée sur les 3 antennes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. France 3 Auvergne, donc France 3 Rhône-Alpes et France 3 Alpes, car c'est, comme chaque mois, de la grande région qu'il va être question. En arrivant à la présidence d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez avait donné un rendez-vous. 100 jours pour lancer les premières réformes, prendre les grandes décisions et marquer la rupture aussi après 11 ans de gestion de gauche en Rhône-Alpes comme en Auvergne. Alors on va être honnête, les 100 jours, on n'y est pas encore tout à fait, puisque ça fait 111 jours que la droite a remporté l'élection régionale, ça fait 93 jours que la région Auvergne-Rhône-Alpes est née, et enfin, ça fait 89 jours que Laurent Wauquiez en est devenu le président. Il a prévu d'ailleurs de faire lui-même le bilan de ces 100 jours quand ils seront effectifs, aux alentours du 15 avril, au moment de la prochaine session du Conseil régional qui sera consacrée au budget. Laurent Wauquiez n'est donc pas là ce matin, mais la nouvelle majorité régionale est représentée par son premier vice-président, Étienne Blanc. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là, monsieur Blanc. Ancien député de l'Ain, vous avez quitté l'Assemblée nationale pour vous consacrer à la région. Vous restez toutefois maire de Divonne-les-Bains, dans l'Ain. Les 2 présidents des principaux groupes d'opposition nous rejoindront dans quelques minutes et vous pourrez débattre avec eux de ce premier bilan des 3 mois. Et puis après le flash de midi, la nouvelle région, le style Wauquiez, vu par 2 journalistes, Dalia Daoud, rédactrice en chef du site Rue 89 Lyon, et Géraldine Marcon de France Bleu Pays d'Auvergne et du site francebleu.fr. Mais d'abord, on s'interroge, pourquoi le vice-président démissionne de l'Assemblée alors qu'il trouve que la région, parce qu'il trouve que la région est trop prenante, alors que le président, lui, reste député? Parce que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a abandonné son mandat de maire du Puy et que moi je n'ai pas abandonné mon mandat de maire de Divonne-les-Bains. Donc j'ai fait le choix de la région et de la commune. Lui a fait le choix de la région et de l'Assemblée nationale. Laurent Wauquiez est aussi vice-président des Républicains dans une période qui sera forcément un peu prégnante en termes d'emploi du temps, puisqu'il va falloir organiser le débat des primaires. Quand est-ce qu'il trouve le temps de s'occuper de la région? Vous savez, la particularité de Laurent Wauquiez, c'est qu'il pense assez vite. Il pense bien, il pense vite, il pense très très vite. Il décide vite. Il a un cerveau très bien fait. Il est là combien de jours par semaine concrètement? Ça dépend, mais par exemple cet après-midi, il est ici à Lyon, et il a des réunions régulièrement, il est entre 3 et 4 jours dans la grande région, entre le week-end et la semaine. Certains disent que c'est vous en fait le vrai patron de la région. Vous faites tourner la région. Moi souvent j'entends ça, et oui, j'ai le sentiment parfois même qu'on cherche un petit peu à glisser un coin entre lui et moi. Et je ne voudrais pas désespérer ses ardeurs, il n'y aura aucun coin entre Laurent Wauquiez et moi. Vous êtes un peu son Premier ministre, quoi, c'est ça, si la région était un pays? Je ne sais pas si on peut l'appeler comme cela, mais c'est vrai que j'ai en charge l'administration, j'ai en charge les finances et les économies budgétaires, donc ça m'occupe beaucoup. Et moi, ça m'occupe 4 jours par semaine. Pourquoi s'être fixé cet objectif des 100 jours ou des 3 mois? Parce qu'après tout, vous avez un mandat de 5 ans devant vous, vous avez le temps de faire des choses. Parce que en France, aujourd'hui, il y a un monde politique qui est décrédibilisé. Et il est décrédibilisé parce qu'il a énormément de peine à mettre en œuvre son programme et à mettre en œuvre des réformes. C'est sur les 100 premiers jours qu'on prend des décisions lourdes. J'imagine que vous m'interrogerez tout à l'heure sur celles que nous avons d'ores et déjà prises. Mais ces 100 jours, ils sont essentiels. D'abord parce que votre opposition vous regarde, elle a peine à vous contester, puisque vous mettez en œuvre le programme pour lequel vous avez été élu, donc vous êtes légitime. Ces 100 premiers jours, ce sont 100 jours de légitimité et ce sont 100 jours de détermination politique. Et je souhaiterais d'ailleurs qu'en 2017, quand un président de la République sera élu, un nouveau président de la République, on fasse exactement la même chose en France. Et quand vous regardez l'histoire de la Ve République... C'est pas de la com, les 100 jours, on l'entend souvent quand même après chaque élection. Non. Moi qui étais parlementaire pendant 14 années, j'ai connu 3 élections présidentielles. Et je suis aujourd'hui convaincu que si on veut changer le pays et faire des réformes, c'est dans les 100 premiers jours. Vous êtes légitime, le peuple vous a donné un mandat, vous avez des idées claires, vous avez parlé avec les Françaises et les Français, vous savez où il faut conduire la collectivité dont vous avez la responsabilité. Ces 100 jours sont absolument essentiels. Alors, je vais les fondations. Je vais demander au président des 2 principaux groupes d'opposition de venir maintenant nous rejoindre sur le plateau. Jean-François Debat est avec nous, président du groupe socialiste, démocrate, écologiste et apparenté, c'est son nom officiel, qui compte 37 élus à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes maire par ailleurs, monsieur Debat, de Bourg-en-Bresse, et sous la précédente mandature, c'est vous qui étiez le premier vice-président, en tout cas dans la région Rhône-Alpes. Christophe Boudot, bonjour. Bonjour. Vous présidez, vous, le groupe du Front National, qui compte quant à lui 34 élus, et vous êtes également conseiller municipal de Lyon et conseiller communautaire de la métropole lyonnaise. Alors, Auvergne-Rhône-Alpes,
rappel rapide de ce qu'est cette région, la seconde de France, après l'Île-de-France. C'est un territoire immense qui regroupe 12 départements, plus la métropole lyonnaise, une population de 7,8 millions d'habitants. C'est plus que la Jordanie, le Liban ou le Danemark, un PIB de 242 milliards d'euros. Si la région était un pays, ce serait la 42e économie du monde, devant des pays comme la Grèce, la Finlande, le Portugal ou même la Nouvelle-Zélande. Quant au budget annuel de la région, il dépasse les 3 milliards d'euros, budget consommé aux 2/3 par les 3 grandes compétences de la région, la gestion des lycées, les transports et en particulier les TER, et puis enfin la formation professionnelle. Les premières mesures annoncées par Laurent Wauquiez sont précisément des mesures d'économie, et les premiers à en faire les frais, ça a été vous, les élus. Baisse de 10% de vos indemnités, suppression de vos téléphones portables, réduction des voitures de fonction. On est dans le symbole ou dans le gadget ou encore dans la com, justement? On dit souvent, mais c'est marginal dans le montant. C'est peut-être marginal dans le montant, quoique, quand vous expliquez à des artisans, quand vous expliquez à des familles qui ont peine à payer l'impôt, faire des économies de 100, 150, 200 000 euros, ça n'est pas rien. Et puis surtout, c'est très important sur le plan moral. Aujourd'hui, on est dans un pays qui connaît des difficultés. Les Françaises et les Français sont dans des situations difficiles sous l'angle financier. Il faut que les élus donnent l'exemple. C'est ce que nous avons fait. C'est une très bonne chose. Vous avez voté d'ailleurs cette mesure, Jean-François Debat? Oui, nous avons voté cette mesure. Que vous auriez pu vous appliquer quand vous étiez dans la majorité? C'était le choix de la nouvelle majorité. Nous avons relevé qu'on ne devait pas verser dans le populisme, mais nous avons voté cette mesure. Simplement maintenant, Laurent Wauquiez n'a pas été élu seulement pour baisser les indemnités des élus, c'est fait. Maintenant, on peut peut-être parler du fond. Christophe Boudot, il faut des élus exemplaires, et ce n'était pas le cas. Vous étiez vous aussi d'ailleurs du reste dans l'Assemblée régionale avant, hein, vous étiez lors de la majorité de gauche. Oui, je suis un élu sortant, et effectivement, c'est une mesure que nous avions proposée et en 2004 et en 2010, qui d'ailleurs n'avait pas été votée malheureusement par le groupe UMP à l'époque, M. Blanc, ni par le groupe PS en 2004 et en 2010. Ça avait été une mesure préconisée par Bruno Gollnisch. Et seul le groupe Front National l'avait voté. Effectivement, la baisse des indemnités, donner l'exemple, c'est une bonne façon de démarrer une mandature, dont acte pour l'instant. Économie, hein, c'est le grand mot de ce début de mandat. Pas que ça. Économie, les frais de cabinet, c'est-à-dire ce qui entoure le président globalement de la région. Il y avait trop de voitures de fonction, il y avait trop de gens à son service. Oui, je dis deux choses très clairement. Nous avons aujourd'hui des marges de manœuvre importantes dans la gestion. Le sentiment qui est donné, et la réalité des chiffres, c'est que le contrôle de la gestion au quotidien, ce qui se fait dans les entreprises de France, n'a pas été suivi avec suffisamment d'attention. Donc, par exemple, j'ai découvert qu'il y avait 175 000 euros de frais de taxi. C'est colossal. Donc, on va réduire tout ça, on va travailler sur ces dépenses, et puis on va travailler ensuite sur les politiques de fonds. On va réformer les CDDRA, on va réformer les contrats de développement durable de la région Rhône-Alpes, les contrats qui lient la région avec des territoires. Et donc on va maintenant se lancer dans ces réformes de fonds. L'axe fort des 100 jours, c'est 75 millions d'économies budgétaires. Et c'est ce que nous allons présenter la semaine prochaine avec le budget. Alors le chiffre à retenir, c'est effectivement celui de 300 millions d'euros d'économies à faire sur le mandat. Et le plus gros effort va porter, donc vous venez de le dire, sur la première année 2016, avec une baisse de 75 millions des dépenses. Parallèlement, 4 milliards d'euros seront consacrés à l'investissement, mais ça, on en parlera un peu tout à l'heure. Pas d'économie, en tout cas, on ne demandera pas d'effort de fiscalité, même si elle est assez marginale dans la région. Pas d'effort non plus sur l'investissement, puisqu'on vient de le dire, vous allez en mettre 4 milliards sur le mandat. Donc, où vous allez faire des économies? Eh bien, toutes les politiques feront l'objet d'économies, que ce soit la formation, que ce soit la politique environnementale, que ce soit la politique culturelle. Il n'est pas un chapitre du budget qui ne fera pas l'objet d'un peignage, d'une attention particulière et d'économie. Jean-François Debat. Sur ce sujet-là, nous attendons pour voir. Et nous attendons de savoir qui va payer ces baisses en investissement, en fonctionnement. En investissement, on en reparlera. On va maintenir l'effort que nous avions réalisé. C'est très bien. Il y a une annonce de baisse importante dans les dépenses dites de fonctionnement de la région, dont je rappelle qu'elles couvrent à la fois les frais généraux. On les avait baissés de 10%, vous allez les baisser de 15%. Ça peut faire 2 millions, admettons, tout ce que vous venez d'évoquer. Il en reste 73 à trouver. Et la question, c'est de savoir sur qui cela va-t-il porter.
Vous avez parlé de la culture. Les associations culturelles attendent de savoir à quelle sauce elles seront mangées. Les politiques territoriales, aujourd'hui, vous les avez évoquées. Vous souhaitez les réformer fort bien, mais aujourd'hui, personne ne sait dans quel sens. Il y a aujourd'hui beaucoup d'attentes. Le débat d'orientation budgétaire que nous avons eu nous a juste permis d'avoir un chiffre. Maintenant, c'est-à-dire 75 millions. C'est ça. Maintenant, il va falloir que nous sachions sur quoi portent ces diminutions en fonctionnement. Puisque, par ailleurs, le président de la région a dit cette semaine, qu'il voulait par ailleurs augmenter dès cette année de 100 millions d'euros les dépenses de formation professionnelle, qui sont des dépenses de fonctionnement. Donc il va falloir, si je comprends bien, faire 75 millions d'économies, plus encore 100 pour pouvoir financer les dépenses de fonctionnement. Nous, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est au bout de 100 jours, c'est qu'enfin, on nous parle du fond. Qu'on arrête de faire le bilan permanent et agressif des prédécesseurs, que l'on arrête les mesures cosmétiques et de com, et que l'on nous parle effectivement de ce que l'on va faire, de ce que vous voulez faire, Monsieur Blanc, Monsieur Wauquiez, la nouvelle majorité, pour l'aménagement du territoire, pour l'économie, pour la formation et pour les transports. C'est pour cela que vous avez été élu et nous vous attendons au pied du mur. Et pour le moment, depuis 3 mois, nous n'avons rien vu venir. Alors, Monsieur Blanc, vous allez pouvoir répondre dans un instant. Juste la parole à vous un instant, Christophe Boudot. Est-ce que ça veut dire que quand on est en capacité de faire 75 millions d'euros d'économie, ça veut dire que sous la précédente mandature, c'était la gabegie financière? Oui, c'était une gabegie financière partagée, j'allais dire, puisque on a beau dire aujourd'hui, M. Wauquiez a beau dire qu'il va changer les choses. Très bien, moi j'apprécie à la limite cette atmosphère de changement, de lutte contre les budgets de fonctionnement, mais on n'a rien vu venir encore. Et on nous avait habitués quand même à peu de changements avant, puisque l'UMP, le centre, avait voté 92% des dossiers de M. Jean-Jacques Caranne. Donc aujourd'hui, on attend, mais je crois que c'est une très bonne chose. Mais pourquoi on est obligé de faire ça aujourd'hui? Pourquoi M. Wauquiez est obligé? Parce que la dette de la région avait quadruplé. Les voitures de fonction avaient explosé, 150, 160 voitures de fonction, des logements de fonction aussi, on parle de 10, de 12 logements de fonction. Donc tout ça doit être repris. Je sens une intonation, je sens un volontarisme qui est plutôt qui nous va, bientôt, bien sûr, dans le groupe Front National. Mais nous voulons voir ce qui va se passer, parce que, par exemple, j'ai demandé à être auditionné avec mon groupe sur l'audit qu'il y a sur les subventions, par exemple, que l'on donne à la région. Il y a 100 millions d'économies, je crois, sur les 300 millions au total sur le mandat. Nous voudrions être associés à cet audit. On n'en connaît pas le coût, on n'en connaît pas les objectifs. Donc voilà, la gouvernance laisse un petit peu à désirer quand même. Alors justement, Étienne Blanc est là pour répondre à ces questions. C'est un audit commandé au cabinet Ernst & Young. Alors c'est assez classique de faire un audit quand on arrive quelque part aux affaires. Laurent Wauquiez va quand même loin quand il parle de la gestion précédente. Il parle de situation financière catastrophique. Il parle même d'une gestion criminelle. Il a employé ce terme criminel dans une interview le 6 mars dernier. Le problème de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il est assez simple. Sur les 10 dernières années, les dépenses de fonctionnement de la région ont augmenté plus vite que les recettes. La région s'est donc trouvée dans une situation un peu compliquée parce que sa capacité d'investissement, autofinancée par la différence entre les recettes et les dépenses, s'est considérablement réduite. Comme il y avait cette réduction, on a compensé par la dette et par l'emprunt les besoins de financement pour l'investissement. Et c'est comme cela que sur les 10 années, la dette a augmenté d'1,6 milliard d'euros. Ça sont les chiffres, c'est la réalité. La politique que nous allons mener, elle est différente. Nous allons tasser le fonctionnement. Ça a été dit tout à l'heure, les marges de manœuvre sur les recettes sont extrêmement ténues, parce que les régions dépendent de l'État et de décisions qui ne leur appartiennent pas. Donc notre marge de manœuvre, c'est sur le fonctionnement. Le fonctionnement général, fonctionnement de l'Assemblée, fonctionnement des élus, etc. Et le fonctionnement de nos politiques. Je vous parlais tout à l'heure des contrats avec les territoires. On a constaté sur un certain nombre de contrats que pour donner 1 euro à un territoire, on dépensait 60 centimes d'euros en dépenses de fonctionnement sur un certain nombre de contrats. Eh bien, nous allons revenir là-dessus. Et nous allons cesser d'instruire des dossiers en région pour les faire instruire localement et territorialement, de manière à diminuer nos dépenses de fonctionnement. C'est un des axes de notre politique. Vous parliez des subventions tout à l'heure. Il y a eu un saupoudrage de subventions. Je l'ai même dit dans la campagne électorale, il y a eu un peu de clientélisme sur les subventions. Il y a beaucoup de subventions aujourd'hui qui vont voir leur budget. Mais bien sûr, nous allons revoir les subventions les unes après les autres.
Et lorsque nous estimerons que ces subventions ne sont pas utiles, nous les supprimerons. Oui, ça va faire mal. Ça va poser des problèmes. Vous savez déjà qui va perdre ces subventions ? On est en train actuellement de les payer. Moi, je suis en train de regarder ça pour mon département, le département de l'Ain. Il se trouve qu'en plus, le département de l'Ain lui-même fait des économies de fonctionnement, que partant, ça va générer des décisions sur le budget régional, et que là, nous allons trouver des marges de manœuvre. Marge de manœuvre sur les subventions, marge de manœuvre sur le fonctionnement, et marge de manœuvre sur nos politiques. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des politiques de formation. Nous allons concentrer les politiques de formation sur l'économie. C'est-à-dire que pour nous, la responsabilité de la région, c'est de former pour l'emploi, c'est de former pour travailler. Nous allons donc réorienter nos politiques de formation sur l'économie et sur l'emploi. Je voudrais juste comprendre quelque chose. Quand on fait 75 millions d'euros d'économies sur le fonctionnement, est-ce que ça veut dire que, du coup, on augmente sur l'investissement, et notamment sur l'emploi qui semble être votre priorité numéro 1, avec notamment d'ailleurs la promesse, ça fait partie des promesses à mettre en place dans les 3 mois, de mettre en place donc l'exonération des charges pour les petites entreprises. Est-ce que c'est d'ores et déjà en cours ? Ça fait partie des sujets sur lesquels nous avançons et sur lesquels nous travaillons. Je le redis. Vous avancez ou c'est fait notre déjà ? politique, non, ça n'est pas fait puisqu'il faut le faire voter par l'Assemblée. Il reste 10 jours pour les 100 jours. Hein. Non, mais attendez. 11 jours, pardon. Vous allez, dans un premier temps, afficher 75 millions d'euros d'économie. Alors, je veux bien en dire, mais 75 par rapport à la masse du budget régional, c'est pas énorme. C'est quand même le coût de 2 lycées. C'est-à-dire que sur une mandature, c'est 12 lycées que vous autofinancez par rapport à la situation antérieure. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça signifie concrètement. Donc, maintenant, nous allons continuer à travailler et nous allons travailler sur toutes les politiques, sans exception, y compris les politiques de transport, y compris les politiques environnementales. Jean-François Debat, 100 millions de plus, par exemple, sur l'emploi, on pourrait dire que c'est l'argent bien investi. Mais si la région s'occupe de la formation, moi j'ai été heureux de voir que le président Wauquiez qui a refusé de coopérer avec l'État sur le plan de formation des chômeurs, pour des raisons d'ailleurs purement politiques. Et il a fait, je l'ai dit, je dirais, un bras d'honneur aux 65 000 demandeurs d'emploi de la grande région en refusant de travailler avec l'État pour des motifs de politique politicienne. Si la région investit pour la formation des demandeurs d'emploi et qu'elle investit davantage, ce sont des dépenses de fonctionnement, mais c'est de l'investissement qui sera bien placé à condition que nous sachions effectivement sur quel type d'action cela va être réalisé. J'ai envie de poser une question à Étienne Blanc. Le président Wauquiez a annoncé 100 millions de plus sur la formation. En 2015, le budget global de formation professionnelle des chômeurs en Auvergne-Rhône-Alpes, c'était 240 millions d'euros. Donc vous confirmez que dans le budget que vous préparez, il y aura 340 millions d'euros pour la formation à la place de 240. Il y aura deux choses. Il y aura des ajouts et il y aura des redéploiements. Mais alors, il ne faut pas c'est pas ce qu'a dit le président Wauquiez. Il a dit 100 millions de plus dès cette année. Il ne faut pas confondre les ajouts et les redéploiements. Et je voudrais vous répondre sur le plan du gouvernement. Pourquoi est-ce que nous disons non ? Pourquoi est-ce que nous disons non à ce plan ? Parce que c'est un plan qui va coûter aux régions. Quand vous allez transférer... Non, on ne va pas couvrir à 100% les formations, d'une part. Et d'autre part... Précédent gouvernement. Ah, mais écoutez, très clairement... Comme sous le précédent gouvernement, sur la formation, ça a été le cas. Très clairement. Les régions sont partenaires de l'État. Très clairement, monsieur Debat. La ficelle est un peu grosse. Vous avez un président de la République qui dit « je me représente si le chômage diminue ». Et il dit finalement, pour être sûr qu'il diminue, je vais prendre 500 000 chômeurs et je vais les transférer aux régions pour diminuer le nombre de chômeurs. Vous ne trouvez pas que la ficelle est quand même un peu grosse ? Et vous pensez qu'une région comme la nôtre, on va suivre cela ? Et vous pensez que les 65 000 demandeurs d'emploi qui pourraient retrouver une formation avec une perspective d'emploi, c'est intéressant pour eux de savoir si c'est lié à la réaction de M. Hollande. La question, c'est de savoir si vous acceptez de leur donner une chance par de la formation pour retrouver un emploi. Vous avez vous-même dit que former, c'est une bonne chose pour l'emploi. Eh bien, alors pourquoi n'y allez-vous pas ? Parce que Pôle emploi va former ces 500 000 personnes. Le choix, il était simple, c'est la région ou Pôle emploi. Ça coûte à la région, ce sont des politiques qui sont mal ciblées, et je le redis, la politique que nous allons mener, c'est une politique qui va concentrer les formations sur l'emploi. Ce qui n'a pas été fait. Vous n'avez pas répondu à ma question de savoir si 240 millions plus 100, ça fait 340. Je vois qu'une fois encore, nous allons avoir de la com de Laurent Wauquiez qui va dire 100 millions de plus dès cette année et que nous n'aurons pas 340 millions d'euros pour la formation des chômeurs. Vous verrez le budget la semaine prochaine, vous aurez quelques surprises. Christophe Boudot. Alors, monsieur Blanc parle du budget, mais faut-il encore qu'on ait les tenants, les aboutissants et les dossiers, parce qu'on a vraiment du mal à avoir en tant qu'élu les dossiers à la région en temps et en heure.
Je crois que la région doit être une collectivité d'investissement. Elle avait un petit peu perdu cela depuis quelques années, il faut le dire. Mais il y a du bon fonctionnement aussi, effectivement. Il faut réconcilier, par exemple, nos compatriotes, les lycéens, avec la formation et avec l'apprentissage surtout. Et ça, la région, on l'attend là-dessus. Parce que moi, depuis que je suis en politique, ou même depuis que je suis en âge de comprendre, on me dit, oui, l'apprentissage, c'est génial, mais on n'a rien vu venir. Et à chaque fois, c'est une voie de garage. Donc je crois que M. Wauquiez a à construire une réconciliation entre la région. On ne sent pas tellement en désaccord, d'ailleurs, avec ce que veut faire Laurent Wauquiez. Dans la mesure où il a repris à peu près 60% de notre programme pendant la campagne électorale, effectivement, il y a des dossiers que nous voterons. Mais d'autres, nous attendons de voir. Parce que beaucoup de promesses, il y a beaucoup de promesses. Il y a une certaine com, M. Debat le rappelait tout à l'heure. M. Wauquiez est un homme de communication. Et aujourd'hui, là, quand on regarde les 30 propositions, j'ai ici les 30 propositions de M. Wauquiez pour les 100 jours. Alors, il vous reste 11 jours pour les faire, Monsieur Blanc, mais vous allez avoir du boulot parce que sur les 30 propositions, il y en a 2 ou 3 qui sont affichées, qui sont communiquées, mais on n'a rien vu venir. Donc, voilà, arrêtez la com et bossez, c'est ce qu'on vous demande. C'est, Monsieur Boudot, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous avons été élus le 4 janvier. Nous avons pris la responsabilité d'une collectivité, environ 1900 agents au siège et 7000 agents dans les lycées. Nous avons pris la responsabilité d'un budget de 3 milliards 100 millions d'euros. Nous avons pris la responsabilité de l'autorité de gestion des fonds européens, ce qui est quand même substantiel. Donc, il faut laisser un peu de temps. Les 100 jours, ce seront 75 millions d'euros d'économie. Ça sera l'inversion d'une mécanique infernale qui débouchait sur une région qui ne pouvait plus investir et qui finissait par fonctionner sur elle-même. Messieurs, je voudrais juste qu'on parle. Il nous reste. Pas le promettre. On est loin des promesses. Monsieur Debat, Monsieur Boudot. Il a lui-même dit qu'il faudra regarder au bout de 100 jours. Eh bien, donc on est dans la com. Eh bien, il se heurte au mur de la réalité Alors, de sa com. je voudrais qu'on parle d'un autre sujet qui a agité un peu ces 100 jours. On appelle ça d'ailleurs un serpent de mer, un projet dont on parle pendant des années mais qui se fait jamais. La région en a quelques-uns, le Lyon-Turin, le bouclage du périphérique de Lyon, la LGV Paris-Clermont et l'autoroute A45. La 45, c'est une autoroute payante qui doit relier Lyon à Saint-Étienne et donc suppléer à la saturation de l'actuelle A47. Elle serait construite au nord de la 47, raccordée à la 7 à Brignais, arrivée à Saint-Étienne par la Fouillouse, 48 km de route, un coût de 1,2 milliard dont 960 qui seraient payés par des investissements publics, État, métropole de Saint-Étienne et possiblement la région, puisque Laurent Wauquiez se dit prêt à mettre 100 millions d'euros sur la table. Problème de cette A45, elle divise énormément. En gros, pour les élus de la Loire, c'est une infrastructure indispensable au développement économique. Et pour ceux du Rhône, c'est plutôt une hérésie, un non-sens écologique. Ils l'ont dit d'ailleurs très vertement, avec à la tête de la fronde anti-45, quelqu'un qui n'est pas vraiment un zadiste acharné, c'est le député LR du Rhône, Georges Fenech. Faut-il encourager cette autoroute, Étienne Blanc? La région prend un engagement et c'est dans la campagne électorale un sujet qui, dans la Loire et dans le Grand Saint-Étienne, dans la métropole stéphanoise, a été au cœur du débat politique. Et les professionnels, les milieux économiques, mais aussi les habitants, souhaitent s'intégrer mieux dans cette grande région en se rapprochant de Lyon. L'engagement qui a été pris par Laurent Wauquiez, c'est un financement à hauteur de 100 millions d'euros. L'engagement est pris, l'engagement est tenu, l'engagement sera tenu. Maintenant, c'est à l'État. Vous avez entendu l'opposition de vos anciens collègues de l'Assemblée, Georges Fenech, une discussion sur le sujet. associé du reste avec l'ancien candidat écologiste Jean-Charles Collas. Bien sûr qu'il y aura une discussion sur le sujet, mais la région, ce n'est pas elle qui va construire, ce n'est pas elle qui assurera la maîtrise d'ouvrage. La région, elle va apporter un financement à hauteur de 100 millions. Et ce que je trouve très très curieux, c'est que lorsque la région prend un engagement et le tient, lorsque la région prend une position, il faut le saluer. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? C'est l'atermoiement. Vous avez une majorité socialiste et vert. Oui, je sais que le temps... Excusez-moi, monsieur Blanc. Juste, monsieur Boudot, est-ce que comme élu métropolitain... Revenir sur les 100 millions, juste une seconde sur les 100 millions, parce que... Moi, je voudrais savoir, comme élu métropolitain, si vous êtes globalement les élus métropolitains de Lyon, plutôt contre la 45 et vous? Je vais vous dire, monsieur Perdriau, par exemple, qui est maire de Saint-Étienne, a dit à monsieur Wauquiez, c'est pas 100 millions, c'est 141 millions. Il demande 140, oui. Donc c'est plus déjà la même. Ce qu'avait promis Laurent Wauquiez. 41 millions on a promis 100 millions, on s'y tient. Moi, je considère que ce tracé de la 45 est mal pensé, est très mal pensé.
C'est un projet qui est coûteux. L'État doit intervenir avec le concessionnaire sur une autoroute, mais pas du tout les collectivités territoriales. Ça, c'est quelque chose que nous pensons réellement. Ce projet est mal ficelé puisqu'il arrive à Pierre-Bénite. Et l'élu lyonnais que je suis voit très bien ce qui s'est passé pour l'A89, par exemple, l'A89, où il y a eu un financement d'État, qui avait été par Pascal Clément, qui avait été imposé. La 89, on rappelle, c'est Clermont-Lyon. La 89, c'est Clermont-Lyon. Et on arrive sur un goulet d'étranglement, pareil, en bordure aux portes de Lyon. Et là, pareil, la Pierre-Bénite, aux portes de Lyon, on va encore saturer ce nœud. Je crois qu'il faut une alternative à la 47, mais sur la 47. Plus d'A 45. Un projet qui est coûteux, qui va détruire plus de 500 hectares de terres agricoles, tous les monts du Lyonnais. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut faire aujourd'hui. La 47 doit être revisitée, notamment le nœud de Givors, et il faut abandonner la 45, c'est une évidence aujourd'hui. Jean-François Debat. Ouais, simplement, Laurent Wauquiez a fait comme s'il pouvait décider, que la région pouvait décider que la 45 se faisait. Je rappelle que c'est une décision qui incombera à l'État, quel qu'il soit. Et qu'aujourd'hui, cette décision n'est pas la réalisation avec le tracé, et nous n'en sommes pas à ce stade. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez a pris un engagement. Il avait d'ailleurs promis 140 millions d'euros à son ami M. Perdriau et aux élus stéphanois. Il en met 100. Mais surtout, il essaye. Il fait le siège du gouvernement pour essayer d'obtenir une renégociation du contrat de plan et faire finalement que sa promesse, la promesse qu'il a imprudemment prise, soit tenue par d'autres. Aujourd'hui, la question, c'est d'abord celle-là. Et aujourd'hui, effectivement, alors vous mettez 100 millions sur la table, qui d'ailleurs ne pourront pas être dépensés avant la fin de la mandature. Je ne sais pas si vous l'avez dit d'ailleurs à ceux qui attendent et qui espèrent cette infrastructure. Les problèmes techniques sont loin d'être réglés. Et aujourd'hui, nous considérons que la région n'a pas à aller financer une infrastructure qui relève, soit elle est payante, elle relève du concessionnaire avec l'État, soit elle est gratuite et il y a une autoroute gratuite à rénover à côté. Si elle est payante, pourquoi les collectivités sont-elles tenues d'abonder à des niveaux qui mettent en péril, je parle de l'agglomération stéphanoise, et leur financement? Ils ne peuvent pas payer cette somme. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce projet est loin d'avoir abouti. Une réponse. Et on parle de quelque chose qui est une chimère à ce jour. On est au bout de ce débat. Une réponse très rapide, Étienne Blanc. Il faut déclencher cette opération. La région, en affichant 100 millions d'euros, déclenche cette opération. Maintenant, le gouvernement prend ses responsabilités. C'est trop facile pour le gouvernement de dire un jour oui et un jour non. La région prend des engagements et elle s'y tient. Et vous aurez le Lyon-Turin aussi à financer. Il y aura l'opération du Lyon-Turin dont nous reparlerons. Merci à tous les trois. Merci d'avoir joué le jeu de ce débat démocratique. Alors, qui d'entre vous a été convaincant? Nos deux consoeurs de Rue 89 Lyon et de France Bleu Pays d'Auvergne vous ont suivi avec beaucoup d'attention. Elles nous donneront leur avis. Et puis, on reviendra avec elles sur le style Laurent Wauquiez qui tranche, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les habitudes politiques régionales. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité de ce week-end dans les 3 bureaux de France 3 en Auvergne et en Rhône-Alpes, à Lyon, à Grenoble et à Clermont. A tout de suite. Bonjour Paul, bonjour à tous et bienvenue dans ce Flash Info Rhône-Alpes. Les représentants du collectif contre Dentexia ont été reçus au ministère de la Santé à Paris hier. Un collectif de patients qui s'estiment mal soignés, qui demandent réparation. Dentexia, je vous le rappelle, ce sont ces centres dentaires à bas coût. Il y en avait notamment 3 en région lyonnaise et ils ont été fermés le mois dernier après leur mise en liquidation. Le collectif a pour l'instant obtenu du ministère la mise en place d'un numéro vert et d'une cellule de soutien psychologique. Nous sortons avec une impression mitigée puisque la promesse de mise en place d'un numéro vert et d'une cellule de soutien psychologique va dans le bon sens, certes, mais les 2 points majeurs qui nous concernent et qui nous préoccupaient ne sont pas du tout tenus, à savoir la création d'un fonds de secours qui permettrait aux patients d'être expertisés avec des expertises ayant valeur légale. Et deuxième point, le déblocage d'un autre fonds de secours du même qui permettrait aux patients de voir leurs soins être finalisés. On passe au sport et on commence avec du football et la victoire de Bourg-en-Bresse hier soir 3-0 face à Ajaccio. 3 buts inscrits en deuxième période alors que les Corses sont réduits à 10. C'est Traoré qui ouvre le score à la 58e minute. Puis suivi une minute plus tard par Boussa. Et enfin, le dernier but est marqué par Bas à la 88e minute. Avec 43 points au classement, les Bressans assurent leur maintien en Ligue 2 pour la saison prochaine.
En rugby, c'est officiel depuis hier soir. Le Loup remonte en top 14 la saison prochaine. La défaite de Bayonne à Montauban fait la joie des Lyonnais, assurés de terminer à la première place. Le Loup est donc sacré champion de France de Pro D2 à 6 journées de la fin. Et sachez qu'en top 14, Oyonnax, 13e et quasi condamné à la Pro D2 la saison prochaine, reçoit Grenoble, 9e ce soir à 18h30. En natation, les championnats de France se déroulent à Montpellier toute cette semaine et hier soir se déroulait la finale du 100 mètres nage libre. Florent Manoudou a échoué de peu à la qualification pour cette épreuve reine au JO de Rio. Parti très vite, l'enfant d'Amberieu a cédé dans les 20 derniers mètres et termine à la 3e place, derrière Jérémy Stravius et Clément Mignon. On termine avec ces images de la Triennale de Milan. Après 20 ans de pause, cette exposition internationale de design se relance. Elle a débuté hier et va durer jusqu'au 12 septembre prochain. Et c'est Saint-Étienne qui représente la France. Tout de suite, La Voix est libre continue avec Paul Satis et ses invités. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h. Merci et rendez-vous ce soir pour le 19-20. La Voix est libre aux grandes régions consacrées aux 3 premiers mois de Laurent Wauquiez. Pas tout à fait encore 100 jours, les 100 jours qu'il s'est lui-même fixés pour obtenir de premiers résultats. On vient d'entendre le représentant de la nouvelle majorité, le premier vice-président Étienne Blanc et les 2 principaux leaders de l'opposition, le socialiste Jean-François Debat et le frontiste Christophe Boudot. Ont-ils été convaincants? Quelle analyse tirer de ces 3 mois d'existence de la région Auvergne-Rhône-Alpes? On va faire appel au regard acéré de 2 observatrices avisées de la vie régionale. Bonjour Géraldine Marcon. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Bleu Pays d'Auvergne et plus spécialement attachée au site francebleu.fr et vous êtes en direct depuis les locaux de France 3 Auvergne, à Chamalières, dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Avec moi en studio, Dalia Daoud. Bonjour Dalia. Bonjour Paul. Vous êtes la rédactrice en chef du site d'information rue 89 Lyon. Et nos 3 débatteurs, eux, sont restés là. Ils vont vous écouter attentivement. 100 jours ou 3 mois pour lancer des réformes, on y est quasiment. Géraldine, à vous la première question. Est-ce que le pari a été tenu, à votre avis, pour Laurent Wauquiez ? Je trouve que à la fois M. Debat et M. Boudot l'ont bien dit. Il y a eu des décisions affichées, des choses un peu fortes et symboliques qui ont été annoncées, mais on attend toujours des précisions et notamment des précisions sur ce volet budgétaire où on l'a bien vu, on sait quel va être le volume d'économie prévu, quel va être le volume d'investissement, mais sur quel secteur ça va concerner, quelles aides précisément. On voit bien qu'on est encore là dans la prise de décision et c'est vrai que je pense que beaucoup s'impatientent aussi pour savoir quels vont être les dossiers les plus importants portés par la nouvelle région. Dalia Daoud, est-ce que ça veut dire qu'on a, pour l'instant, on est dans l'intention effectivement de faire des économies, ce chiffre de 75 millions d'euros qui est martelé depuis le début du mandat, sur quoi porteront les économies, ce qu'on dit du reste les 2 opposants. Là, pour l'instant, on est encore dans le grand flou. Oui, c'est encore le flou. À l'issue de ce débat et au terme de ces 100 jours, on reste effectivement un petit peu sur notre faim. 75 millions d'euros d'économies à réaliser sur la première année. Oui, mais où ? Alors, moi, j'ai noté 2-3 petites choses chez Étienne Blanc qui m'ont interpellée parce que, mine de rien, il a quand même ciblé quelques secteurs. Alors évidemment, ce sont les compétences de la région, la formation, le développement durable et la culture. Alors déjà, on a quelques petites lignes directrices. Est-ce que vous sentez une inquiétude, par exemple, dans les milieux culturels sur les subventions? Là-dessus, Étienne Blanc était très clair. Il a dit oui, il va y avoir des subventions qui vont disparaître dans de nombreuses associations. Évidemment, mais comme dans tous les domaines, la culture va devoir effectivement serrer la ceinture, c'est certain, et ce sera certainement le secteur le plus touché, c'est ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'il y a une inquiétude en Auvergne particulière par rapport à ces économies aussi? L'Auvergne qui craint justement souvent d'être un peu le parent pauvre, Géraldine Marcon? Je dirais que les inquiétudes, elles se portent plus là au niveau de l'administration et du fonctionnement, puisque on sait on a un nouveau siège pour l'ancien conseil régional, on va dire, et surtout les services qui sont encore aujourd'hui en Auvergne et la manière dont tout ça va se départager, où est-ce qu'on va mettre les ressources qui soient financières mais aussi humaines, c'est une grande question pour l'Auvergne. On a de grandes craintes d'être éloigné de la capitale régionale, du centre de décision, et tous ces aspects, ça a été dit, le traitement et l'instruction des dossiers en local, c'est quelque chose qui pour l'Auvergne est intéressant, mais
Comment ça va fonctionner et se mettre en place, ça reste encore la grande inconnue. On peut rappeler que les économies, justement, c'est sur le fonctionnement, et en plus que la philosophie de la fusion des régions, c'était justement de faire des économies de fonctionnement, d'éviter les doublons. Vous craignez, Géraldine Marcon, que ce soit les Auvergnats qui en fassent les frais ? Les Auvergnats le craignent en tout cas. C'est vrai que les différents services du conseil régional vont forcément être un peu modifiés. On imagine qu'il y a des postes qui vont pouvoir être supprimés, puisqu'il y a des objectifs d'économie en fonctionnement. Mais comment ça va se partager? Qu'est-ce qu'on va perdre? Il y a déjà des administrations régionales qui sont parties pour Lyon. C'est une crainte parce que l'administration, c'est aussi des gens qui travaillent, de l'emploi aussi, et une activité économique sur la région Auvergne. C'est vrai que ça donne un peu l'impression, quand on entend le débat de tout à l'heure, qu'il y a aussi eu beaucoup de gabegies, beaucoup de dépenses inutiles dans les précédentes majorités. Ça correspond à une réalité où là aussi on est dans un espèce de discours politique qu'on entend beaucoup, à droite notamment. Alors, ça, c'est le ton de Laurent Wauquiez qu'il a adopté depuis la campagne. En fait, il n'a pas abandonné cette forme de brutalité, je dirais. Effectivement, il incrimine énormément l'exécutif précédent. Bon, voilà, on attend notamment l'audit de Ernst & Young qui devrait nous en dire beaucoup sur la gestion précédente. Mais pour le moment, c'est vrai que ces 100 jours ont consisté à critiquer énormément ce qui s'est passé avant, mais pas tellement à donner des précisions sur la politique qu'il déploiera sur l'ensemble de la région. Géraldine, à Lyon, ça peut surprendre un peu le style Wauquiez parce qu'on ne le connaissait pas très bien, mais vous le connaissez beaucoup mieux puisqu'il était maire du Puy-en-Velay, donc c'est un élu auvergnat. Laurent Wauquiez, j'imagine que vous êtes pas, vous, très surprise par la manière dont il travaille, dont il communique depuis son arrivée à la présidence d'Auvergne-Rhône-Alpes ? Globalement, non. Et puis, on va dire que ça fait quand même partie du jeu d'un changement de majorité au sein d'une collectivité territoriale que de dénigrer globalement ce qui a été fait auparavant. Même si ça va loin quand il parle de gestion criminelle. Tout à fait. Le terme est particulièrement dur, sachant qu'en plus, on peut reprocher beaucoup de choses, effectivement, aux différents exécutifs, mais ils ont eu à subir et à gérer aussi des baisses de dotation de l'État qui amènent à cette situation aujourd'hui. Donc, c'est de la communication, là aussi, qui est de bonne guerre, on va dire. Le début de Laurent Wauquiez avec justement toutes ces, on en parlait en début d'émission, ces suppressions des téléphones portables, la baisse des indemnités, c'est aussi le style Laurent Wauquiez ? Tout à fait. On s'affiche du côté du peuple, entre guillemets, et on veut montrer qu'on fait des efforts pour économiser pour la région. On donne l'exemple, ça a bien été dit tout à l'heure. Après, il y a aussi des points qui, au niveau auvergnat, vont être importants, et notamment cette semaine, Laurent Wauquiez a annoncé un grand plan pour le Cantal, et ça, je pense que c'était attendu, un signe pour l'Auvergne, et particulièrement pour ce département-là, qui est très excentré par rapport à la région, qui est très enclavé, et là, 125 millions d'euros qui ont été annoncés sur 5 ans, à la fois pour les routes et le développement économique. Là, pour le coup, on est dans le dur. Et je pense que pour les Auvergnats, c'est un signal fort. C'est symbolique, là aussi, parce que c'est le Cantal, mais c'est un signal fort. Je voudrais qu'on parle un peu du personnage d'Alia Daoud que vous, peut-être, vous avez découvert. Vous avez suivi toutes les sessions de la région depuis l'arrivée de Laurent Wauquiez. Qu'est-ce que vous pensez de l'homme politique ? Il est très intéressant à observer pour les journalistes. D'ailleurs, on peut se rendre compte que les assemblées plénières sont désormais très fréquentées par la presse locale, ce qui n'était pas le cas forcément avant. C'est un véritable animal politique. Il est, alors bon, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais il harangue presque les élus. Il est dans un style assez dur. Il n'hésite pas à couper les micros, par exemple, des élus de l'opposition quand ils prennent un petit peu trop de temps à son goût. Alors, il y a une règle, c'est 2 minutes, je crois. Au bout de 2 minutes, il faut se taire. C'est ça, il a tout cadencé. Il a cadencé le début de son mandat, donc c'est 100 jours. Les assemblées plénières sont effectivement rythmées avec des interventions de 2 à 5 minutes. C'est relativement court. Est-ce que le débat démocratique peut avoir lieu dans cet espace-là ? On peut se poser la question. Laurent Wauquiez est-il un président qui est présent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on le rappelle, il est resté député, il est toujours à l'Assemblée nationale, il est surtout vice-président des Républicains dans le contexte de l'organisation des primaires des Républicains. Alors, on voit dans son agenda qu'effectivement, il sillonne plutôt la région. Est-ce qu'il est suffisamment présent ? Je pourrais pas, on ne peut pas en juger tout de suite. Simplement, s'il n'est pas présent, il est en tout cas pressé et très ambitieux. Alors, est-ce qu'il est aussi ambitieux pour la région que pour lui-même ? Ça aussi, on attend de le voir.
Un président présent sur le terrain, Géraldine Marcon. Alors, c'était un élu auvergnat, vous le voyez souvent quand il était maire du Puy-en-Velay. Est-ce que maintenant qu'il est président d'Auvergne-Rhône-Alpes, il est toujours aussi présent sur le territoire auvergnat? Un peu moins, on imagine? Forcément un peu moins. Et puis je dirais que les activités qu'il a à l'Assemblée le faisaient qu'il n'était pas forcément non plus présent au quotidien, en Haute-Loire en tout cas. On le voit et on est aussi dans ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur un certain affichage, une communication où je viens en Auvergne, je ne vous oublie pas, je pense à vous. Ça fait partie aussi de l'image, je pense. Il sait exactement ce qu'il veut, il sait comment y aller. Donc là-dessus, on peut lui faire confiance sur la méthode et la manière de le faire. Il cultive aussi cet enracinement provincial dont il aime à parler quand il est à Paris. Ses propos les plus récents concernent la gare de Paris-Bercy qu'il veut débaptiser et l'appeler la gare d'Auvergne. C'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Et là, pour le coup, c'est purement symbolique, puisque pour les voyageurs qui arrivent à Bercy, qu'elle s'appelle gare de Bercy ou gare d'Auvergne, ça ne fait pas une grande différence. Non, c'est toujours très long pour aller de Clermont à Paris en train. Toujours, et puis c'est une gare où il y a peu de services, où c'est un peu compliqué au niveau des transports en commun. Et là, on voit qu'on parle de la gare d'Auvergne, ça va faire plaisir à beaucoup de gens pour le geste. Le problème, il n'est pas là, il est plutôt sur ce qu'on peut trouver quand on s'arrête à cette gare-là. Et surtout, c'est pas encore fait. C'est pas du tout confirmé par la SNCF, ce nouveau nom. Laurent Wauquiez a eu quelques difficultés aussi, évidemment, depuis qu'il est arrivé à la tête de la région. Est-ce qu'il avait annoncé qu'il y aurait des portiques de sécurité pour contrôler l'entrée des lycées, pour la sécurité dans les lycées? Il semble qu'il n'y aura jamais de portiques de sécurité, on sera plutôt sur des tourniquets. Est-ce que là, on est sur un premier échec de la présidence Wauquiez? En tout cas, il a dû clairement rétropédaler. Il avait choisi le lycée de Moiran pour... en Isère? Oui, c'est ça, pour établissement pilote. Et en fait, il avait commencé à envisager d'installer ces portiques qui doivent détecter donc les métaux au passage des élèves et puis de l'équipe enseignante. Et il s'avère que ça s'est transformé en une sorte de tourniquet. Voilà. Avec une carte, comme on voit dans le métro. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est très, très sécurisant? Je ne sais pas. Surtout, ce que ça va provoquer, c'est des ralentissements dans le flux des élèves qui vont sans doute arriver très en retard en cours. Pour le moment, ça va être ça. Géraldine Marcon, c'était bien de vouloir la sécurité des élèves dans les lycées. C'est une reculade, pour le coup, cette histoire des portiques? C'est une reculade et puis je pense ce ne sera pas la dernière parce qu'on peut penser que cette méthode un petit peu de proposition, de mesure assez difficile à faire passer auprès de tout le monde, déjà au niveau politique et puis ensuite au niveau pratique, je pense que ce ne sera pas la dernière fois qu'on nous propose quelque chose qui va faire beaucoup opposition et puis qui ensuite sera remis sous le tapis parce que ce n'est pas envisageable de le mettre réellement en place. Deuxième difficulté, Dalia Daoud, c'est l'autoroute A45, on en parlait tout à l'heure avec nos invités. C'est le dossier qui va jusqu'à fracturer la majorité de droite. Là, il y a des oppositions finalement qui sont territoriales bien plus que politiques. Absolument, et puis c'est l'union sacrée en face, c'est-à-dire que vous l'avez dit tout à l'heure, Georges Fenech qui fait une conférence de presse à côté de M. Collas, écologiste. Donc c'est assez étonnant à voir. Pour le moment, c'est un engagement qu'a pris Laurent Wauquiez. Moi, j'imagine qu'il peut tout à fait rétropédaler au regard de l'opposition qu'il trouve sur le territoire. Il a de grandes positions de principe qui font de lui une forme d'élu parisien, ce qui n'est pas du tout apprécié. Alors même il ne va pas du tout aimer que vous disiez quelque chose comme ça. Oui, j'imagine. Oui. Il ne doit pas aimer grand-chose de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais en tout cas, c'est un dossier sur lequel il va falloir qu'il rediscute, forcément. Oui. Géraldine Marcon, est-ce que c'est une première fracture dans la majorité républicaine, c'est le dossier de l'autoroute A45, même si la 45 elle est un peu loin de chez vous? Probablement, avec des oppositions, on l'a vu, assez fortes dans la majorité des Républicains. Vu d'Auvergne, vu d'ici, ce projet-là est totalement hors sujet, on va dire. Nous, pour accéder à Lyon, on en a parlé tout à l'heure, l'autoroute A89 avec les problèmes que ça pose d'accessibilité à la métropole lyonnaise. Le gros problème, nous, pour en tout cas les Auvergnats, c'est d'y aller en train à Lyon. Et ça me semble être un dossier beaucoup plus important que cette nouvelle autoroute. Et est-ce que vous avez l'impression que Laurent Wauquiez a répondu à ça, justement, puisqu'on rappelle que les transports régionaux sont de la compétence de la région, c'est même une de ses principales compétences?
dans ses envies ou en tout cas dans le discours, oui, il l'a dit. Après, la réalité, elle est toujours là. Il faut plus de 2 heures pour faire Saint-Étienne-Lyon en train, avec des liaisons qui sont très rares dans la journée. Et ça, c'est un vrai enjeu de développement économique et surtout de désenclavement de l'Auvergne globalement par rapport à la métropole. Dalia Daoud, un mot rapidement. La prochaine session régionale consacrée au budget sera vraiment les vrais débuts de Laurent Wauquiez, puisque c'est là qu'on prend de grandes décisions. Oui, c'est ça. C'est à ce moment-là que l'on connaîtra plus précisément les choix de Laurent Wauquiez, les choix politiques, et puis ce qu'il va déployer sur l'ensemble du territoire, aussi bien pour l'Auvergne que pour Rhône-Alpes, évidemment. Merci à toutes les deux. On peut vous lire sur le web, Géraldine Marcon sur le site francebleu.fr et vous, Dalia Daoud, sur le site rue 89 Lyon. Merci aussi à nos 3 débatteurs, Étienne Blanc, Jean-François Debat et Christophe Boudot. Un mot des programmes du week-end sur les antennes de France 3 Rhône-Alpes-Auvergne. Demain dimanche à 11h25, programme 3 étoiles pour goûter voir Odile Mattei et dans un des plus grands restaurant de la région, le Flocon de Sel à Megève, et puis les Chroniques d'en haut avec Laurent Guillaume, toujours en Haute-Savoie, à la rencontre des habitants de la vallée du Gifre. Merci d'avoir suivi cette Voix libre spéciale. À très bientôt.